notre conférence ce midi est intitulée « Ma maman rend une autre famille heureuse, l'expérience des enfants de femmes porteuses au regard du projet de GPA de leur mère ». Alors, nous accueillons d'abord Isabelle Côté, qui est chercheure associée au PRFM, au partenariat en fait, et professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Alors, merci Isabelle. Et Flavie Barrette, qui termine une maîtrise en travail social à l'UQO également et sous la direction d'Isabelle ainsi que de celle de Kevin Lavoie de l'Université Laval. Donc, on aura une présentation d'environ 40-45 minutes à peu près, qui sera suivie ensuite d'une période de questions de l'auditoire. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup à vous deux. Test. On va essayer. Bonjour à tous et à toutes. Nous remercions le partenariat pour cet accueil chaleureux. Nous sommes contents de vous présenter aujourd'hui les résultats préliminaires d'un projet de recherche qui porte sur l'expérience des enfants de femmes porteuses quant au projet de GPA de leur mère. Ce projet de recherche s'inscrit dans les travaux de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux dont Isabelle est titulaire. Ces travaux visent à développer une compréhension globale et intégrative de la réalisation de projets parentaux à l'aide d'une tierce partie. Un des axes de recherche de la chaire porte notamment sur l'expérience des enfants et des adolescents dans différents contextes de procréation assistée. On constate que le vécu de ces derniers est peu documenté, alors qu'ils sont tout autant concernés que les adultes. Donc, pour cette présentation, ce que nous vous proposons, c'est de faire un bref survol de l'état des connaissances à ce sujet, vous présenter un portrait global des participants, discuter de la méthodologie qui a été préconisée dans le cadre de ce projet et vous présenter les résultats préliminaires ainsi qu'une brève analyse de ces données. Donc, comme ça a été dit, à la fin de notre présentation, on va prendre le temps de prendre vos questions et d'échanger avec vous. Donc, la GPA, au fil des années, a généré un vaste corpus de recherche. Là, on s'est intéressé à plusieurs aspects de ce mode d'entrée en famille-là. Notamment, on s'est intéressé beaucoup aux motivations des femmes à agir comme femmes porteuses. On s'est aussi beaucoup intéressé à leur bien-être physique, leur bien-être psychologique. On s'est intéressé au parcours d'infertilité des parents d'intention, à la relation qui unit les femmes porteuses aux parents d'intention. On s'est intéressé aussi à la relation parent-enfant en contexte de GPA et au développement des enfants qui ont été conçus de cette façon-là. Par contre, en revanche, on a très, très peu d'informations sur les familles des femmes porteuses ou sur leurs partenaires de vie, notamment, et sur leurs enfants. À notre connaissance, il y a seulement 4 études, en plus de la nôtre, là, qui ont été conduites sur le sujet. 2 études aux États-Unis par la même chercheuse, Riddle, et 2 études au Royaume-Uni, dont une qui est en cours actuellement, et dont j'ai la chance d'avoir quelques résultats préliminaires là, que la chercheuse a partagés avec moi, mais qui sont encore en cours d'analyse comme les nôtres. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces études-là? Tout d'abord, on sait que les enfants des femmes porteuses présentent des scores typiques aux tests standardisés qui mesurent leur santé psychologique, leur estime de soi, l'expression de comportements externalisés, comme les troubles de comportement, par exemple, ou l'expression de comportements internalisés. Donc, ces enfants-là ne se distinguent pas des enfants tout venant là, au niveau de leur développement. On sait aussi, dans plusieurs recherches, les recherches démontrent que les enfants présentent plusieurs aspects, ont une vision positive du projet de GPA de leur mère. Donc, une vision, quand on les questionne sur cet aspect-là, ont une vision positive. Plusieurs d'entre eux maintiennent des contacts avec l'enfant porté par leur mère. C'était le cas d'environ 47% des enfants de l'échantillon de Jadbaï Emery en Angleterre. De façon très intéressante, le projet de recherche dont je vous parle, qui est en cours de résultat actuellement en Angleterre avec Catherine Wade et son équipe,
démontre que les enfants eux-mêmes jugent ça très important, le maintien des contacts entre eux et les enfants portés par leur mère, mais surtout qu'ils trouvent ça très important que leur mère, elle, garde des contacts avec l'enfant. Donc, que leur mère à eux puissent garder des contacts avec l'enfant qu'elles ont porté, ça semble être plus important pour ces enfants-là qu'eux-mêmes maintiennent des contacts avec les enfants. Certaines recherches démontrent que les enfants des femmes porteuses considèrent les enfants portés par leur mère comme des membres de leur fratrie. Et aussi, dans certains projets, on remarque que les enfants vont exprimer un grand sentiment de fierté à l'endroit de leur mère concernant là, ce projet de GPA-là. Par contre, il y a des résultats quand même un peu contrastés qui ont été démontrés par Riddle, notamment les enfants plus jeunes semblent présenter plus d'anxiété ou semblent présenter plus d'affect négatif en regard du projet de GPA qui a été conduit par leur mère. Dans une petite étude conduite par Riddle, il y a 13 enfants. 5 d'entre eux disent avoir ressenti des affects négatifs en cours de grossesse et 3 au moment de la remise de l'enfant. Et dans les 2 études conduites par Riddle, de façon intéressante, les mères semblent évaluer de façon beaucoup plus positivement l'expérience de leur enfant que leurs enfants eux-mêmes rapportent de positivité en regard de l'expérience. Donc, ces études-là sont quand même intéressantes, nous permettent de combler des manques de connaissances, mais elles présentent quand même plusieurs lacunes, notamment, par exemple, elles sont le fait de petits échantillons. L'étude dont je viens de vous parler, c'est 13 quand même, donc 27 pour l'autre étude de Riddle et 17 pour l'étude de Veil qui est en cours actuellement. Et les 2 études de Riddle sont des devinées, ce qui laisse peu de place, en fait, à bien comprendre l'expérience, puisque c'est des données qui ont été récoltées par le biais de questionnaires en ligne, par exemple, dans lesquels il y avait des petites boîtes où l'enfant pouvait compléter sa pensée. Donc, ce n'était pas des entretiens en profondeur qui nous permettent de bien comprendre l'expérience des enfants. Et c'est ce qui nous a conduit, en fait, à vouloir comprendre cette expérience-là, donc mieux comprendre l'expérience subjective des enfants des femmes porteuses quant au projet de gestation pour autrui dans lequel leur mère s'était engagée. Alors, pour ça, on a rencontré 62 participants qui font partie de 34 familles différentes, 27 garçons, 34 filles et un jeune qui s'identifie comme non-binaire. Les 34 mères concernées, donc, avaient effectué un total de 61 GPA pour une moyenne de 2 par femme. Bon, certaines, évidemment, avaient une seule GPA, d'autres en avaient 3, une en avait 4. Tant qu'à la proximité aussi, on avait 24 personnes qui étaient, 24 GPA qui se sont déroulées en contexte national, c'est-à-dire qu'à la fois la femme porteuse et à la fois les parents étaient des ressortissants canadiens. Et dans 26 situations, on parle plutôt de GPA transnational où la femme porteuse est canadienne, mais les parents d'intention sont étrangers, des ressortissants étrangers, principalement européens. Il nous manque de l'information pour 11 de ces grossesses-là. On a rencontré des jeunes âgés entre 5 ans et 24 ans pour les plus vieux. La grande majorité d'entre eux sont dans le groupe d'âge entre 8 et 13 ans. Juste pour vous dire que pendant la présentation, on va beaucoup utiliser le terme enfant, jeune participant. Évidemment, dans ce contexte-là, on garde quand même à l'esprit l'expérience des jeunes adultes qu'on a rencontrés, qui font partie quand même de notre analyse. Mais puisque la très, très grande majorité de notre échantillon est composé d'adolescents ou d'enfants, c'est la raison pour laquelle on utilise ces thèmes-là. Mais je voulais juste quand même vous laisser savoir qu'on compte les plus vieux aussi dans notre analyse. Au niveau des lieux de résidence, les familles habitaient dans 6 provinces différentes, principalement au Québec et en Ontario. Et finalement, en termes de type de GPA, 5 de ces GPA-là étaient génétiques, à savoir que la femme porteuse a également fourni ses ovules pour la conception de l'enfant, alors que 43 de ces GPA-là étaient gestationnels, donc l'enfant était issu soit des gamètes de ses parents, soit du sperme de son père et d'un don d'ovules, par exemple, soit d'un double don. Et il nous manque l'information pour 13 d'entre eux. Maintenant, discutons un peu de la méthodologie qu'on a utilisée dans le cadre de ce projet. Donc, pour ouvrir la discussion avec les participants, nous avons utilisé une activité de photo-élucidation. Donc, cette méthode, ça consiste à utiliser des photos qui représentent l'objet de recherche
Et dans ce cas-ci, nous, c'était l'expérience de GPA telle que vécue par les enfants et les adolescents que nous avons rencontrés. Puis dans le cadre de notre étude, l'activité s'est déroulée en 2 temps. Donc, en premier lieu, dans les jours qui ont précédé l'entretien, les enfants, les jeunes ont été amenés à regarder des photos qui avaient été prises au courant de la grossesse de leur mère afin de sélectionner la photo qu'ils voulaient partager lors de la rencontre. On s'attendait à ce que les mères accompagnent les enfants dans le processus en leur proposant des photos, puis des fois aussi juste en ayant des discussions sur qu'est-ce qui se rappelait qui s'était passé, surtout quand ça faisait quelques années que la GPA s'était déroulée. Puis, en début d'entretien, le participant a été amené à raconter l'histoire qui se cache derrière la photo, avec les émotions, les pensées qui se rattachent à l'événement en question. Puis, en fonction du discours du jeune, il y a des questions de relance qui lui ont été posées pour l'amener à approfondir son discours. La photo-élucidation, ça nous permet de considérer des aspects qui autrement pourraient être négligés si on utilisait seulement le guide d'entrevue. Aussi, l'utilisation d'éléments visuels qui sont tangibles, ça permet d'éliciter plus aisément les souvenirs, les représentations symboliques, mais aussi les émotions qui sont rattachées à un événement de vie. C'est également pertinent dans le cas où les événements se sont passés il y a déjà une couple d'années, comme ce fut le cas pour plusieurs participants, comme je viens de vous dire, où est-ce que la dernière GPA datait déjà de quelques années. Puis enfin, le contexte d'entrevue, particulièrement pour nos plus jeunes, les plus jeunes avaient 5 à 7 ans, ça peut être une source de stress par une entrevue avec une chercheure que tu n'as jamais rencontrée, puis c'est la première fois qu'on te demande de t'exprimer sur une situation qui est très personnelle, ton vécu familial. Donc, avoir un élément visuel qui est tangible, sur lequel on peut focusser notre attention, ça permet de diminuer la gêne qui est ressentie, puis de faciliter le dialogue entre la chercheure et les participants. OK. Donc, à l'écran vont apparaître des images libres d'accès qui viennent exemplifier le type de photographie qui a été partagée par les jeunes et prise par les femmes porteuses tout au long de leur GPA. Ces photographies, ça nous révèle des moments forts qui ont marqué les jeunes au cours du processus de GPA. Pour des enjeux de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vous partager les réelles photographies qui ont été partagées par les jeunes, mais ce sont quand même des exemples types qui mettent de l'avant les 6 éléments qui caractérisent les visuels qui ont été partagés. Donc, il y a 3 jeunes qui ont choisi de nous partager une photo d'eux-mêmes qui a été prise lors d'un moment significatif de la GPA. Par exemple, lors d'une activité qui a été organisée lors de la grossesse pour rencontrer les parents d'intention ou même une activité pour célébrer l'arrivée imminente du bébé. Il y a 19 participants qui ont sélectionné une photo de leur mère prise durant sa GPA. Certaines révélaient le visage et l'identité de leur mère, d'autres non. 13 participants de l'étude ont partagé une photo prise aux côtés des parents d'intention durant la GPA de leur mère. 8 enfants ont choisi une photo où est-ce qu'ils étaient seulement eux avec leur mère. 11 ont partagé une photo qui représente le moment de la rencontre avec l'enfant issu de la GPA. La majorité, c'était une photo où est-ce qu'ils l'avaient dans leurs bras. Des fois, c'était dans la chambre de l'hôpital, des fois, c'était dans la maison, c'était dans différents milieux. Et enfin, certains enfants ont été témoins de la médicalisation du début du processus de GPA, qui explique pourquoi 2 participants ont décidé de partager des photos comme celle-ci, qui sont typiques de celles partagées par les femmes, prises par les femmes, excusez-moi, qui ont recours à la procréation assistée. Puis il y a 6 participants qui n'ont pas souhaité participer à l'activité. Donc, suite à l'activité de photoélicitation, chaque enfant a été rencontré lors d'une entrevue semi-dirigée réalisée en visioconférence. Le guide d'entrevue a été articulé autour de 4 thèmes. Donc, leur compréhension de la GPA de leur mère, leur expérience entourant le processus de la GPA, la façon dont ils ont vécu la remise du bébé aux parents d'intention et aussi leur représentation qu'ils ont de l'enfant qui est né de la GPA, mais aussi de ses parents. Donc, plongeons-nous maintenant dans les résultats préliminaires, le plus intéressant de notre présentation. Tous les enfants de femmes porteuses comprennent en quoi consiste un projet de GPA et la majorité peuvent également nous expliquer c'est quoi les raisons qui ont poussé leur mère à vouloir être une femme porteuse. Donc, il y a 2 éléments qui ressortent principalement de leur discours. Tout d'abord, ils nomment le plaisir ressenti par la mère d'être enceinte et aussi son désir de vivre à nouveau une grossesse.
Puis, ils discutent aussi de l'envie de leur mère d'aider des personnes à connaître le bonheur d'être parents. Ça peut être des amis, mais ils nomment aussi des couples qu'ils ont rencontrés, que ce soit par l'entremise d'agences de GPA ou de réseaux sociaux numériques. On constate également que les jeunes plus âgés de l'échantillon sont capables d'expliquer en détail le processus de GPA. Donc ici, nous avons Virginia, 14 ans, qui nous dit notamment « Au courant de sa grossesse, ma mère nous a expliqué comment tout ça fonctionnait. Ils doivent implanter l'embryon dans son utérus. » D'autres participants nous ont également parlé de la manière dont le bébé a été conçu, mais aussi de l'entente, de la GPA et de la provenance des gamètes. Puis à travers les discours des participants, on comprend qu'il y a vraiment un dialogue qui venait s'instaurer entre les enfants et la mère. Plusieurs jeunes pouvant poser des questions puis s'interrogeant sur des aspects parfois plus complexes ou abstraits qui entouraient la GPA. Gabriel, 12 ans, s'est notamment questionné sur la manière dont le bébé a été conçu. Il dit « Maman a fait ça avec le papa du bébé. Je pensais que c'était ça au début. J'ai posé la question à ma mère et elle m'a dit que non. » Donc, son questionnement, ça l'a mené à une conversation entre la mère et l'ensemble de la fratrie pour venir éclaircir un peu c'est quoi le processus et la nature de la GPA. Parmi les éléments importants qui marquent le vécu de la grossesse se trouvent les contacts avec les parents d'intention. Donc, pour certaines familles, il s'avère que les contacts entre la famille de la femme porteuse et les parents d'intention dépassent les simples communications formelles en ce qui a trait à l'évolution de la grossesse. En effet, il y a vraiment un processus relationnel qui vient se former entre la femme porteuse, sa famille immédiate à elle et les parents d'intention. La récurrence des contacts au cours de la grossesse, ça varie d'une famille à l'autre. Ça dépend parfois du type de relation qui est entretenue, mais aussi de la location géographique des familles. Lorsque les familles résident dans un autre pays, les parents d'intention, ils viennent souvent au pays seulement durant la période qui entoure l'accouchement. C'est certain que la période varie d'une famille à l'autre. Certains viennent plusieurs mois avant l'accouchement, d'autres c'est juste quelques semaines, certains jours. Il y a vraiment une variation dans les expériences qui ont été racontées par les enfants. Les participants nous partagent également qu'ils ont assisté aux appels de visioconférence qui ont eu lieu entre les parents d'intention et la femme porteuse au courant de la grossesse et aussi ceux qui ont eu lieu par la suite. Les participants qui ont des contacts plus marqués avec les parents discutent positivement des moments qu'ils ont pu passer avec eux, que ce soit lors de suivis médicaux, par exemple des échographies, ou d'activités organisées, simplement pour passer des bons moments ensemble. Axel, 13 ans, il discute de la première fois qu'il a rencontré les parents à son domicile durant la grossesse de sa mère. Il dit s'être senti très heureux et excité. Donc, dans le fond, dans cette situation-là, les parents d'intention qui habitent au Portugal sont venus vivre au Canada quelques mois avant l'accouchement et sont même restés quelques mois suite à la naissance du bébé. Puis Axel, il nous explique que durant cette période, il se voyait régulièrement, sa mère, sa fratrie et les parents, lors d'activités qui ont été organisées pour apprendre à mieux se connaître. Il partage qu'il a apprécié de pouvoir faire de former de nouvelles amitiés avec ces personnes, puis de voir aussi sa mère heureuse tout au long de ce processus. Aussi, loin d'être des témoins passifs de la grossesse, on se rend compte que les enfants sont impliqués de différentes manières dans le processus. Ils soulignent qu'ils sont intéressés par l'évolution de la grossesse. Cet intérêt se manifeste de différentes manières, d'un enfant à l'autre. C'est notamment par le désir d'assister aux échographies. Grace, 13 ans, discute pour sa part du fait qu'elle prenait des photos de sa mère à chaque mois pour immortaliser l'évolution de la grossesse et constater le développement du bébé à travers une application mobile. Les participants sont également intéressés par le bébé en cours de grossesse. Ils expliquent leurs excitations et leur impatience face à la naissance du bébé et l'occasion de le voir surtout pour la première fois, voir à quoi il va ressembler, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, pour ceux qui ne savaient pas avant la naissance, puis avoir l'occasion de le prendre dans leur bras. Juliette, 11 ans, comme plusieurs autres jeunes, discute des moments où elle sentait le bébé à travers le ventre de sa mère. Elle se remémore avec émotion et nous dit « Je pouvais sentir le bébé. Je me sentais comme si je pouvais parler au bébé, même s'il ne me comprenait pas. Des fois, il kiquait et je me disais « Ah, elle est fâchée » ou je me faisais des petites histoires sur pourquoi elle faisait ça. Bien qu'il y ait plusieurs éléments positifs qui viennent caractériser le discours des jeunes,
Cela ne veut pas dire que les enfants ne posent pas un regard nuancé par rapport à la GPA ou qui n'ont pas expérimenté certaines difficultés en lien avec la grossesse à un moment du processus. On constate que les expériences des enfants ils s'inscrivent sur un continuum, certains ayant vécu difficilement la grossesse, d'autres se situant au carrefour des deux continuums, leur expérience étant à la fois teintée d'éléments positifs, mais aussi de difficultés. Il y a 3 éléments qui amènent les enfants à vivre des émotions telles que de la tristesse, de la déception, du stress ou de l'ennui durant le processus de la GPA. Donc, certains enfants ont été maintenus dans une relative ignorance pendant la grossesse de leur mère. Donc, les discussions qui concernaient comment ça se passait n'ont pas nécessairement eu lieu devant les enfants, ou encore, certaines mères ne pensaient pas que ce soit important d'en informer les enfants de ce qui se passait durant la grossesse quand il y avait des difficultés. Néanmoins, on se rend compte que les enfants, ils se font parfois des scénarios qui peuvent venir générer de l'anxiété. Donc, puis que ce n'est qu'une fois que l'enfant est né, que la mère est revenue au domicile, que les enfants ils sont capables de relâcher leur vigilance par rapport à l'état de santé de leur mère. Donc, le fait de ne pas savoir comment va se dérouler l'accouchement, par exemple, peut parfois être particulièrement anxiogène, comme nous l'explique Kevin, 10 ans. Elle nous dit « J'étais inquiète de savoir si ma mère allait être correcte » ou quelque chose comme ça. Par rapport à cette situation-là, quand la jeune fille est arrivée à son domicile un soir après l'école, c'est une amie de la famille qui l'attendait et qui lui a annoncé que sa mère, son travail avait commencé et qu'elle était rendue à l'hôpital. Le bébé étant arrivé une semaine plus tôt, la jeune fille, elle ne s'attendait pas à recevoir cette nouvelle. Puis en l'absence d'informations concernant comment ça se déroulait l'accouchement, Kevin, elle s'inquiétait beaucoup pour la santé de sa mère, puis elle s'est sentie rassurée seulement le lendemain quand elle a su que la naissance s'était bien passée et que tout le monde allait bien. Évidemment, la grossesse peut être un moment où effectivement, il y a des complications médicales qui peuvent survenir. Cela est vécu difficilement pour les enfants et pour l'ensemble des membres de la famille. Chloé, 11 ans, explique comment les dernières semaines de la grossesse ont généré de l'inquiétude, et ça d'autant plus que sa mère aurait pu décéder lors de l'accouchement. Elle nous dit, vers la fin de la grossesse, ma mère a reçu un diagnostic de placenta prévia et je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai su plus tard que lorsqu'elle a eu le bébé, elle a failli mourir et j'étais vraiment très nerveuse. Et ce sont juste de très mauvais jours pour ma mère. Une grossesse, ça fait aussi en sorte que la mère a besoin de plus de soutien pour les tâches de la maison, particulièrement si la grossesse présente des complications, particulièrement si la mère doit être alitée pendant une certaine période de temps, par exemple. Donc, la famille est donc mise à contribution et parfois, on incombe de nouvelles tâches familiales aux enfants, ce qui est vécu plus difficilement par certains. Par exemple, Anthony, 12 ans, qui a trouvé la situation particulièrement stressante. Il dit « Nous devions faire plus de tâches pour aider dans la maison, c'était plus stressant. » Il devait notamment, il nous raconte, participer à l'exécution des tâches ménagères, s'occuper des animaux et arroser les plantes. Dans d'autres situations, c'est plutôt la relation à la mère qui se transforme pendant la grossesse. Certains enfants qui témoignent fortement de leur sentiment de perte devant le fait de ne plus pouvoir avoir accès à tous ces petits gestes qui caractérisent cette relation parent-enfant, comme nous l'exprime ici Valérie, 7 ans, qui nous dit « J'ai pu donner des bisous, mais les câlins, quand j'allais me coucher, elle ne se couchait pas dans mon lit avec moi pour me donner des câlins, dit-elle en parlant de sa mère. Elle faisait juste s'asseoir et je devais m'asseoir aussi pour lui donner un câlin. C'était ça pour tout le temps. Je me sentais prisonnière de pas de câlin. » Discutons maintenant de notre troisième thème de résultats. Donc, lorsque questionnés au sujet de l'accouchement de leur mère, les participants sont à même de nous raconter comment ça s'est passé dans les grandes lignes. Ils savent qui était aux côtés de leur mère durant l'accouchement, où eux, ils se trouvaient durant cette période. Est-ce qu'ils étaient à la maison avec un proche, avec des amis? Est-ce qu'ils étaient à l'hôpital dans la salle d'accouchement avec leur mère ou dans la salle d'attente? Ça varie d'une famille à l'autre. Ils sont aussi capables de nous expliquer globalement comment s'est passé l'accouchement. Certains nous racontent les complications médicales qui sont survenues, la réaction des personnes qui sont concernées, puis d'autres nous racontent des anecdotes dont ils se rappellent ou qui leur ont été contées durant la grossesse, par les personnes qui étaient présentes au moment de l'accouchement. Prenons l'exemple d'Anthony, 12 ans. Donc, il nous raconte comment, quand sa mère a perdu les os, il était supposé, avec sa fratrie, d'avoir leur semaine avec leur mère, ses parents étant séparés, mais que parce que le travail de sa mère avait commencé plus tôt, ils étaient restés chez leur père quelques jours de plus.
Et dans ses souvenirs, sa mère, elle n'avait pas eu besoin de rester à l'hôpital longtemps, seulement quelques heures, et elle était revenue par la suite, puis s'était revue dans les jours suivants l'accouchement. La majorité des participants, comme Anthony, mentionnent ne pas avoir assisté à l'accouchement. Ce sont plutôt l'autre parent ainsi que les parents d'intention qui ont accompagné la mère durant ce processus. Certains jeunes nous ont confié qu'ils auraient voulu être présents lors de l'accouchement, mais que cela ne les dérange pas plus que ça de ne pas avoir été présents. Et d'autres, au contraire, ont été très, très, très clairs, comme quoi qu'ils ne voulaient pas être présents et que l'accouchement n'était pas un moment qu'ils voulaient assister. Durant l'accouchement, plusieurs jeunes rapportent avoir eu hâte de revoir leur mère, mais surtout de rencontrer le bébé. À ce moment-ci de l'entrevue, il n'était pas rare que les enfants témoignent avec émotion et fierté de toute la joie qu'ils ont ressentie pour leur mère, du fait qu'elle ait donné naissance à un bébé pour une autre famille. Durant un des entretiens, quand j'ai questionné William, 11 ans, sur comment il s'est senti au moment de l'accouchement, il m'a confié « J'étais impressionnée que ma mère ait fait un bébé. Je suis toujours impressionnée. La grossesse, elle a eu lieu quelques années auparavant. » Pour ce qui est de la rencontre avec le bébé issu de la GPA, certains participants nous racontent qu'elle s'est déroulée à l'hôpital. Pour d'autres, ce moment significatif s'est passé dans leur domicile ou dans celui des parents d'intention. Plusieurs mentionnent avoir été contents et excités de rencontrer le bébé pour la première fois. Gabriel, âgé de 12 ans, nous raconte avec beaucoup de tendresse le moment où il a rencontré la petite fille portée par sa maman. Et il nous dit « J'étais comme, c'est tout chou. Je mettais mon doigt et elle n'arrêtait pas de le prendre avec sa petite main. Je trouvais ça cute. » D'autres, dans leur discours, ils ne semblent pas faire cas de cette rencontre. Leur réaction est plus neutre, indifférente. Ils rapportent ne pas être très intéressés par les enfants ou les bébés, ou même parfois dégoûtés par certains aspects de l'accouchement. Béatrice, 14 ans, a rencontré le bébé dans les moments qui ont suivi la naissance, dans la chambre de l'hôpital. Elle nous raconte avec un brin d'humour, j'étais surprise. J'avais jamais vu un bébé plein de sang et tout. C'était un peu dégueu. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Béatrice, durant l'entrevue, après ça, elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'intention d'être maman et d'accoucher. Ça ne l'intéressait pas. Maintenant, parlons de la remise de l'enfant aux parents d'intention. Donc, tous les jeunes mentionnent avoir été préparés à cette étape. Pour plusieurs d'entre eux, des discussions familiales ont été l'occasion pour la mère de préciser son rôle dans le cadre du projet de GPA et le fait que le bébé n'allait pas vivre avec eux, mais bien avec ses propres parents, ce que la majorité des jeunes nous ont rapporté trouver normal. Plusieurs ont également mentionné être heureux pour toutes les personnes concernées, que ce soit leur mère, les parents d'intention ou même le bébé. D'autant plus qu'un bébé, ça peut être dérangeant. Ce que nous explique Béatrice, 14 ans, elle nous dit « Oui, on en avait discuté en famille, le bébé n'allait pas être avec nous, il n'allait pas être là après l'accouchement. Ça ne me dérangeait pas parce qu'entendre un bébé la nuit, je n'aime pas ça. » Certains jeunes n'arrivent pas à nous expliquer quand ou comment ils ont appris cette information, comme si cet aspect faisait intrinsèquement partie du discours familial qui entoure la GPA. Il y a seulement un jeune de notre échantillon qui souligne qu'il n'a pas été au courant que l'enfant n'allait pas vivre avec eux, ou qui ne s'en rappelle pas du moins. Puis il précise qu'il aurait préféré être informé plus tôt pour pouvoir mieux se préparer à ce moment significatif dans le processus. Bien que la remise de l'enfant aux parents soit pour la majorité des parents, des participants, positif, ça ne veut pas dire que certains jeunes n'ont pas vécu des difficultés à ce moment-ci du processus, comme on le constate avec 12 participants qui se disent mitigés quant à la situation et 12 autres participants qui rapportent des difficultés en lien avec cette période. On imagine que la séparation avec l'enfant se fait immédiatement après l'accouchement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Comme les parents d'intention n'habitent généralement pas dans une proximité géographique avec la femme qui porte leur bébé, ils peuvent être amenés à se rapprocher de leur lieu de résidence dans les jours, voire les semaines, les mois qui précèdent l'accouchement. Certains resteront aussi quelques semaines après l'accouchement, comme je l'avais déjà mentionné, le temps de régulariser la situation avec le bébé, particulièrement dans les situations où la GPA est transnationale. C'est à cette période plus ou moins longue que font référence les enfants lorsqu'ils parlent du moment de la séparation. Automne, 12 ans, explique que ce fut difficile de voir les parents partir puisqu'elle et sa famille avaient passé beaucoup de temps avec les parents d'intention et le bébé et que des liens s'étaient noués entre eux. En effet, les parents d'intention qui habitent en Espagne ont pris la décision d'arriver au Canada quelques semaines avant la naissance et de rester également quelques semaines après.
Puis bien qu'Automne nous ait mentionné qu'elle a vraiment aimé tout le temps qu'elle a pu passer avec les parents d'intention et le bébé, elle s'est aussi confiée sur le fait qu'elle aurait aimé que les parents habitent dans le même pays, du moins, ou dans une province plus proche qu'un autre pays en Europe, pour qu'elle puisse le voir plus souvent et avoir des contacts en personne et pas seulement en visioconférence. Donc, on est rendu au 5e thème des résultats, à savoir la représentation des liens, la façon dont les enfants vont se représenter les liens entre eux et l'enfant porté par leur mère et encore entre eux et les parents d'intention. Donc, il y a certains participants qui ont positionné l'enfant dans leur système familial de façon élargie. Et dans ce contexte-là, les thèmes de parenté qui vont être utilisés pour parler de l'enfant, c'est des thèmes qui sont liés au cousinage. Par exemple, on a ici Roselyne qui, lorsque mentionnait comment elle expliquerait qui est l'enfant par rapport à elle, à ses amis, parce qu'on leur posait la question, quand maman est enceinte, qu'est-ce que tu dis à tes amis et comment tu expliques c'est qui ce bébé-là? Donc, Roselyne nous dit, je dirais probablement qu'elle est ma petite cousine. Les parents du bébé ne sont pas en reste, évidemment, puisque Roselyne les positionne aussi dans son univers élargi en disant, par exemple, que ce sont des oncles cool, par exemple. Le fait d'inclure l'enfant porté par sa mère dans son système de parenté s'explique de deux façons. La première, évidemment, par la grossesse, le fait d'avoir été porté par la même personne. C'est un des éléments sur lesquels s'appuient les enfants. Mais la grossesse en tant que telle n'est pas suffisante, en fait, pour créer des liens de parenté. Elle doit être activée, si on veut, par les pratiques du quotidien, par le faire famille, par le fait d'avoir du temps partagé. On a ici Mila, entre autres, qui nous explique qu'elle considère la fillette portée par sa mère comme une cousine parce qu'elle entretient une relation étroite avec les oncles qu'elle considère comme avec les parents, je veux dire qu'elle considère comme des oncles, mais surtout qu'elle passe des moments avec eux dans des temps qui sont normalement dédiés à la famille, comme les dîners de Noël, par exemple, ou les dîners de Pâques, ce qui facilite la construction d'un discours centré sur la famille. Par contre, une autre partie des participants considèrent la GPA comme une aide à la procréation et par conséquent, utiliseront absolument aucun mot de parenté pour parler de cet enfant-là. Alors, encore une fois, Dylan, ici, lorsqu'on lui pose exactement la même question, va répondre, ben moi, je veux dire que l'enfant, ça c'est très intéressant comme phrase, là, c'est l'enfant que mes parents ont eu pour d'autres parents. C'est intéressant parce qu'on voit que le GPA, c'est relationnel, donc ça s'inscrit aussi dans une dynamique familiale où l'enfant prend en considération non seulement sa mère, mais aussi son autre parent. Et donc, conséquemment, les parents de cet enfant-là sont des amis de la famille, donc ils ne sont pas inscrits dans le système de parenté. Alors, cela dit, que nous apprennent ces résultats-là, comme l'a dit Flavie, c'est vraiment des résultats préliminaires qu'on est en cours d'analyse actuellement. Donc, on partage avec vous là, vraiment des analyses là, qui sont brutes. Donc, on constate d'une part que l'expérience des enfants, elle n'est pas unidimensionnelle. Si l'expérience est globalement vue comme étant positive, certains éléments peuvent être vus de façon plus difficile. C'est notamment le cas lorsque les enfants et les jeunes n'ont pas toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le processus, notamment quand ils ne comprennent pas là, comment va se dérouler l'accouchement, par exemple, ou encore quand ils s'inquiètent des complications pendant la grossesse ou des répercussions éventuelles sur la santé de leur mère. Probablement dans un souci d'éviter de les inquiéter, les mères, elles, ce qu'elles font, elles vont avoir comme réflexe d'éviter d'aborder ces éléments-là. Mais ce qui a comme impact, que les enfants, en réaction, vont s'inventer des scénarios pour pallier, en fait, le manque d'informations. Et ces scénarios-là sont souvent pires que la réalité peut l'être. Néanmoins, et ça, c'est vraiment important de retenir ça, et c'est ce qu'on voulait illustrer ici sur l'acétate, quand on regarde l'expérience globale des enfants, elle est somme toute positive. Même pour ceux qui ont rapporté des difficultés, ceux et celles qui ont rapporté des difficultés. Les affects négatifs qui sont mentionnés par les enfants sont circonscrits très concrètement à des éléments particuliers et ça ne peint pas l'ensemble du processus tel que vécu par l'enfant. D'ailleurs, une fois rassurés, les enfants disent que les affects négatifs se sont dissipés par la suite. Plusieurs jeunes, une grande partie de nos jeunes ont dit aussi, comme d'autres l'ont dit avant eux, avoir ressenti beaucoup de fierté
pour leur mère, pour ce que leur mère a fait et sont heureux pour les parents et aussi constatent que l'expérience leur a permis à eux d'intégrer de nouveaux liens significatifs dans leur vie par le biais de cette nouvelle famille-là. Nos résultats portent donc quelques éléments supplémentaires à l'étude conduite par Riddle dont j'ai parlé au début lors de la recension des écrits parce qu'elle nous permet de développer une meilleure compréhension de ce qui soulève des affects négatifs chez les enfants. Et on constate donc que le manque d'informations sur ce qui va se passer ou sur ce qui pourrait se passer, plutôt que de protéger les enfants, comme on a tendance à le penser dans une vision adulto-centrée, hein, on se dit on va protéger les enfants, on n'en parle pas, bien, on réalise que peut-être que ça a l'effet contraire en fait. Sans surprise, la proximité relationnelle entre les deux familles, celle de la femme porteuse et celle qu'elle a aidé à créer, influence les termes qui vont être utilisés par les enfants pour parler des liens qui unissent les deux familles. Donc, quand l'enfant a peu ou pas de contact avec l'autre famille, évidemment, l'autre famille va être vue plutôt comme des gens qu'on a aidés à avoir. Donc, le geste va être plutôt un aide à la procréation. Au contraire, quand les relations sont suivies et sont importantes, bien, on va avoir tendance davantage à positionner l'enfant dans sa famille élargie. On constate donc que c'est le cas pour quand même une partie significative de ces jeunes-là qui vont intégrer les enfants portés par leur mère dans leur système familial, ce qui est quand même assez typique de d'autres personnes issues de la procréation assistée. En fait, on a quand même assez étudié l'expérience des personnes qui sont conçues par don de sperme et on constate que les personnes conçues par don de sperme peuvent intégrer les autres personnes issues du même donneur dans leur système familial, que ce soit comme des demi-frères ou des cousins, quoi que ce soit. Ce n'est pas tous qui le font, mais il y a quand même une catégorie de personnes qui le font. Mais c'est plutôt rare que les parents de cette personne-là sont inclus dans le système de parenté. Donc, le lien de parenté est plutôt circonscrit au protagoniste, si on veut. Alors qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que nos enfants vont aussi inclure les parents, dans certains cas, pas tout le temps, mais vont aussi inclure les parents. Donc, si le jeune est un cousin, ses parents vont être des oncles et des tantes. C'est donc intéressant de voir comment les enfants des tiers de procréation peuvent participer à la discussion sur les liens d'apparentement en contexte de procréation assistée, alors qu'on n'a absolument aucune idée de leur propre vécu. Là, on a 5 recherches sur des enfants des femmes porteuses, mais on n'a aucune idée des enfants des donneurs de sperme, par exemple. On sait très peu de choses sur eux. On sait encore moins de choses sur les enfants des donneuses d'ovules, par exemple, aussi. Donc, ces enfants-là participent quand même à la construction de ces discours-là, d'où l'intérêt de s'intéresser à eux. Donc, nos analyses sont toujours en cours. On n'arrive pas, on ne peut pas tout à fait faire une analyse fine en se posant la question, par exemple, est-ce que c'est en contexte national qu'on a tendance plus à conceptualiser l'autre comme des cousins, par exemple, ou est-ce que le contexte transnational pourrait influencer ça? Est-ce que le fait d'être enfant unique peut influencer notre représentation des liens, parce que dans d'autres recherches qu'on a vues, on a vu que les enfants uniques nés par don de sperme ont tendance à plus utiliser des mots de parenté pour parler des autres enfants issus d'un même donneur. Est-ce que c'est le cas, le genre, l'âge? On ne le sait pas, là, on n'est pas rendu encore là. Donc, finalement, quand on parle de GPA, on circonscrit souvent la relation à la femme porteuse, aux parents d'intention, puis à l'enfant. Cette triade-là, en évacuant de la discussion justement à la famille de la femme porteuse, soit son ou sa partenaire de vie, qui est impliqué aussi évidemment dans le projet, et ses enfants. Comme on l'a démontré, les enfants ne sont pas des témoins passifs, sont des acteurs actifs, sont des acteurs engagés dans le processus de GPA de leur mère et les mères ont à cœur de faire en sorte que leurs enfants vivent bien évidemment le processus, font un travail relationnel et émotionnel important pour renseigner l'enfant sur comment ça va se passer, sur leur propre motivation à agir comme femme porteuse, en les socialisant auprès des parents d'intention, en leur expliquant concrètement que ce bébé-là ne fait pas partie de leur propre famille, donc fait partie d'une autre famille. En retour, les enfants vont s'impliquer aussi dans la maisonnée pour soutenir leur mère pendant la grossesse. Donc, comme les enfants vivent la grossesse en même temps avec leur mère, bien, à notre avis, c'est important qu'ils soient pris en considération lorsqu'il est discuté un projet de GPA entre les parties prenantes. Dans un contexte où l'encadrement de la GPA est discuté actuellement au Québec et où le fédéral vient, dans les dernières années, là, de mettre des balises claires sur les dépenses admissibles, à notre avis, on pourrait faire en sorte que les mères puissent réclamer en fait des frais
pour un soutien psychosocial à leurs enfants si elles jugent évidemment que c'est nécessaire. Ce ne sera pas toujours le cas, mais si elles jugent nécessaire qu'elles puissent avoir accès à ça, si elles ont besoin d'accompagnement pour discuter avec l'enfant, qu'elles puissent avoir accès à ça. Et des frais aussi pour aider à la maison aux tâches familiales, pour éviter que ça incombe nécessairement aux membres de leur famille. Les femmes qui agissent comme femmes porteuses, c'est souvent des femmes qui sont généreuses, qui vont avoir à cœur d'éviter les frais le plus possible pour les parents d'intention, qui sont très soucieuses de mettre ça, d'éviter ça dans la mesure du possible. Mais ça pourrait être intéressant d'ouvrir cette discussion-là pour faire en sorte que justement leur grossesse puisse être confortable dans ce contexte-là. Et donc, c'est ce qui met fin à notre présentation. On vous remercie. On est prêt à accueillir les questions. Et pour conclure, on aimerait vous inviter à visiter le site de la chaire et nos réseaux sociaux sur lesquels tous nos projets en cours là, sont évidemment sur le site, mais aussi toutes nos activités de diffusion vulgarisées ou scientifiques. Là, vous pouvez tout retrouver ça sur le site. Alors, merci.